On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on reçoit des représentants d'entreprises qui ont été honorés tout récemment au Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Construction Richelieu, démarrage d'entreprise qui existe depuis très peu longtemps avec beaucoup de contrats, mais aussi Amixo, agence Total, qui est à un tournant important de son histoire. On revient sur le tout récent Gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Plusieurs entreprises ont été honorées et c'est le cas de Amixo, agence Total, qui a remporté la catégorie Service plus de 10 employés. 3 invités pour obtenir des réactions. D'abord, le président Steve Trenk. Bonsoir. Salut, Éric. Accompagné du vice-président Développement Stratégie, Julien Halde. Bonsoir. Bonsoir. De même que le vice-président Opération, Jean-Michel Arsenault. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est pas la première nomination ou catégorie remportée dans un gala, notamment celui de la Chambre de commerce. Mais à chaque fois, est-ce que pour vous, c'est toujours comme une tape dans le dos, ça vient confirmer des choses parce que l'entreprise, quand même, a beaucoup évolué, mais elle existe aussi depuis plusieurs années. C'était quoi la réaction pour ce prix-là cette année? En fait, à chaque fois qu'on remporte un prix, que ce soit le premier en 98 de démarrage d'entreprise, où on en a gagné quelques-uns, c'est pas tout le chemin parcouru depuis 20 ans, mais c'est vraiment le chemin parcouru dans un certain laps de temps. Donc, c'est sûr que le travail qu'on a fait depuis qu'on est devenu Amixo, partant de Megavolt avec l'ajout de mes associés ici présents, bien, c'est ça qu'on vient récompenser. Puis ça vient, d'une certaine manière, oui, être une très bonne tape dans le dos pour nous dire « Vous avez fait du bon travail, vous êtes reconnu du milieu des affaires. » Puis on a besoin de ça. Veux pas, on a un petit ego, là, puis ça fait du bien de se faire dire « Hey, on vous reconnaît, vous êtes bon, continuez, lâchez pas. » Parce que lorsqu'on est entrepreneur, souvent avec les clients, il y a des difficultés qu'on vit. Avec les employés, oui, on fait des bons coups, mais souvent, il y a ce nuage-là qui est au-dessus de nos têtes. Puis d'avoir ça, c'est « Hey, vous faites du bon travail, vous pouvez continuer. » Puis ça nous donne le petit boost d'énergie qu'il faut pour continuer. C'est quoi l'impact, oui, au niveau de la clientèle, parce que il y a quand même une certaine visibilité de rattacher au fait de remporter un prix, donc ça, c'est quand même pas négligeable. Mais ce que disait Steve par rapport à l'impact sur vous-même comme entrepreneur, Julien? Bien, c'est sûr que je veux dire, c'est très valorisant, comme Steve l'a dit. Puis je dirais le contexte de ce prix-là aussi, la Chambre de commerce à Saint-Jean, c'est qu'on est un peu récompensé devant nos pairs, d'une certaine manière. Pas devant des gens qui possèdent d'autres agences, mais beaucoup de gens avec qui on collabore, même au quotidien, des clients, des collègues, des partenaires d'affaires. Fait que je trouve ça très intéressant. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant, très valorisant de le vivre cette année de cette manière-là. Fait que je dirais que dans mon cas, c'est beaucoup ce qui est ressorti, beaucoup d'humilité à travers ça. Parce que c'est justement à travers ces relations d'affaires-là, je pense qu'on s'est bâti notre propre crédibilité au niveau de l'agence et tout ça. Mais en même temps, c'est certain qu'on est très fiers. Mais moi, j'ai senti, parce que j'étais dans la salle, puis je regardais Julien, parce que monsieur faisait du vélo en France. Quand même, on l'a vu sur Facebook. Mais je voyais ta réaction, Julien. C'était vraiment, là, tu sais, on sentait que tu étais content, heureux. Tu es très démonstratif dans ta réaction. C'est certain. Tu sais, je suis quelqu'un qui vit le stress beaucoup par en dedans. Là, fait que quand ils ont nommé Amixo, j'étais très heureux. Tu sais, en même temps, c'est dommage, Steve ne pouvait pas le vivre avec nous. Mais c'est bien fait ça. Mais c'est notre 20e cette année, anniversaire quand même, tu sais, au niveau de l'entreprise. Fait que j'ai beaucoup de fierté d'être là. Puis un peu comme Steve le disait avant l'entrevue, quand on discutait, tu sais, je fais partie de la relève, tout ça. Fait que tu sais, c'est quelque chose, je pense, qui arrivait au bon moment. On a travaillé excessivement fort dans les dernières années. Tu sais, c'est beau, on voit plusieurs belles choses par rapport à Amixo, mais on a travaillé très fort, tout le monde au bureau, pour arriver où ce qu'on est aujourd'hui. Là. Bon, vous étiez en compétition dans cette même catégorie avec TechniArp, Denicourt, Arpenteur, Géomètre Incorporé et Clinique de prélèvement MDusso. Donc, c'était les autres entreprises qui étaient en nomination pour le service plus de 10 employés. Jean-Michel Arsenault, quand vous avez vu un peu cette entreprise évoluer avec la naissance aussi de la fusion qui date de quelques années là, maintenant, est-ce que finalement, avec le recul, c'était une bonne chose? Bien, c'était une très bonne chose. Bien, ce prix-là est un petit peu la marque parce que c'est super flatteur d'être nommé en même temps que tous ces excellents entrepreneurs-là. Je te dirais que ce qui est bien important pour nous,
c'est que ce prix-là soit rejailli sur l'ensemble de notre équipe, dans le sens où c'est bien le fun. Nous, on vit un beau rêve d'entrepreneur. C'est une partie de plaisir. On s'amuse de des décisions des fois très difficiles. Mais en arrière de nous, on a une équipe chevronnée qui est là pour nous aider puis nous appuyer dans notre beau rêve, là. Donc, oui. Steve, en résumé, la naissance de l'entreprise versus ce qu'elle est devenue aujourd'hui avec votre association récemment. Mon Dieu, c'est parti d'une entreprise en 97 où j'étais seul. Et là, on se ramasse à tout près de 40 employés. Puis, au fil des années, bien, il y a des hauts et des bas où une seule personne qui en gère 2, ça va. Mais quand elle commence à en gérer 20, 21, 22, ça ne va plus. Ouais. D'avoir maintenant des piliers sur lesquels l'entreprise peut s'asseoir, puis que chacun a ses rôles et responsabilités qui font que l'entreprise peut maintenant aller plus loin. Ça, c'est très, je veux dire, réconfortant, mais aussi, ça te donne le boost, comme je l'ai dit tantôt, pour aller plus loin. Et votre association remonte à quoi? 4-5 ans, ça fait ça? Non, même pas. C'est 1er janvier, officiellement 1er janvier 2015, mais Steve, pour la fusion. Oui, c'est ça. Steve était associé dans Orange pour la dernière année d'opération, sous le nom Groupe Orange. Il était venu nous supporter un peu au niveau de la croissance. C'était positionné comme un mentor pour moi, mais associé en même temps. Ouais. Fait qu'on s'est apprivoisé avant de se marier. Et Jean-Michel, si tu avais à nous résumer les 2 dernières années de Emixo, Agence Totale? Mon Dieu, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, des clients qui ont embarqué avec nous autres dans ce beau projet-là, mais surtout beaucoup de motivation pour la suite. Vous avez diversifié les services aussi. Oui. Oui, tout à fait, parce que l'idée d'un Mixo, c'est partir d'un Megavolt, une agence presque pure web, et voyant le marché évoluer, on s'est dit on ne peut pas continuer uniquement là-dedans. Il faut vraiment offrir une gamme de services 360 à nos clients pour qu'eux aient un réel retour sur l'investissement. Ouais. On partait de gens qui se disaient bien, pourquoi je mettrais tant d'argent dans un site web, je ne suis même pas sûr que ça va me rapporter. Puis ils avaient raison. La réalité du marché, c'est qu'actuellement, le web, le marketing traditionnel, la gestion de réseaux sociaux, les influenceurs, peu importe ce que c'est, on doit mettre ça en commun pour réussir à atteindre nos objectifs. Et je ne parle pas de mes objectifs à moi ou ceux de l'entreprise, mais ceux de nos clients. L'évolution technologique, à une certaine époque, certains disaient que c'était comme un train, tu avais le temps de courir à côté puis d'embarquer dedans. Aujourd'hui, c'est comme un TGV. Il est passé, il est trop vite. Bon. Arrivez-vous à suivre la cadence de l'évolution technologique? Oui, mais de l'évolution également des besoins de vos clients. Oui, absolument. Puis je dirais la raison, je pense, pour laquelle on réussit beaucoup à le faire chez MXO, c'est parce qu'on adresse plus, je dirais, on se questionne plus par rapport aux problématiques que les clients vont vivre que les services qu'on veut offrir dans un premier temps. Fait qu'on a vraiment une vision qui est très résultat, qui est très développement de l'entreprise de notre client. Fait que c'est notre manière de réfléchir. Tu sais, on commence par le « why », là, on en parle souvent, mais on commence toutes nos réflexions en fonction de où nos clients veulent aller. Ça va être quoi leurs défis. Même la fusion, à la base, on réfléchissait, moi puis Steve, quels seront les défis de nos clients dans les prochaines années, puis comment on peut les simplifier pour eux. C'est la base de la fusion. Et c'est quoi le défi d'un client aujourd'hui? Le client vous appelle, bon, j'ai entendu parler de vous, vous avez l'air bien bon, vous remportez des prix, tout ça. Ça a l'air bien fantastique, votre affaire, mais comment vous pouvez, moi je suis un client, là, comment vous pouvez m'aider? Bien, c'est certain qu'on peut t'aider de plusieurs manières. Tu sais, premièrement, nous, on travaille beaucoup en analyse de besoins. Tu sais, on va se donner un temps. On veut bâtir une relation d'affaires avec le client. On ne veut pas être une commodité ou un fournisseur. Nous, on veut se positionner comme un partenaire. Fait que ça, c'est la base pour nous. On va prendre le temps d'établir cette relation d'affaires-là, à travers laquelle on va développer une relation qui est honnête, mais on va être beaucoup à l'écoute des enjeux, des réels besoins. Et c'est quoi les besoins d'une entreprise qui fait affaire avec vous? Une entreprise qui fait affaire avec nous a besoin de commercialiser ses produits, a besoin de se faire connaître, a besoin de se repositionner dans son marché, a besoin de vendre plus, très souvent, a besoin de faire le virage numérique, même si c'est quelque chose qu'on parle depuis 10 ans, c'est encore quelque chose qui est la réalité au Québec. C'est tout ça, c'est très, très vaste. Ça peut être donc, de ça communiquer. part d'un site Internet à une application mobile, à une stratégie. À du vidéo, à du placement publicitaire. À tout ça, mais nous, je pense que notre grande valeur ajoutée, c'est la vision qu'on va mettre dans ce qu'on fait. Dans pourquoi on va faire une recommandation qui va être d'aller vers la vidéo ou tel type de placement, mais c'est la réflexion qu'il y a derrière ça qui va nous différencier beaucoup. Jean-Michel, tu t'occupes des opérations. Steve parlait d'une 40aine d'employés. Ça aussi, c'est un défi au quotidien, là,
d'avoir quand même beaucoup d'employés sur le même toit. Oui, bien, en fait, on est choyé d'avoir, un excellent président, Steve, qui chapeaute le tout, puis ensuite de ça, qui donne des missions à chacun des employés. Parce que 40 employés, c'est pas tant le nombre que le rôle que chacun des employés doit amener pour le bien de l'entreprise. On se trouve à Saint-Jean, où il y a quand même un bassin de population qui est très intéressant. Il y a des seniors, il y a des juniors qui viennent du cégep, d'autres endroits sur la Rive-Sud. Fait que même si on n'est pas à Montréal, comme la majorité de nos compétiteurs d'agence, on réussit toujours à trouver une belle qualité de personnel pour nous amener plus loin. Parce qu'on va se le dire, ça pourrait être un frein un jour si on ne réussit pas à trouver la qualité du personnel qu'on a besoin. Mais en même temps aussi, c'est une fois que les employés viennent dans l'entreprise, c'est comment on peut les faire croître et bourgeonner. Ouais, c'est son expression favorite. Bourgeonner les intervenants. Tantôt, on parlait de virage numérique. Je sais que Steve, pendant longtemps même, on s'en parlait tous les deux. Bon, le centre d'achat local.ca, c'est tout ça, non? Le centre d'achat.ca, oui. Centre d'achat.ca. J'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, en 2017, puis pas juste ici, mais ailleurs, beaucoup d'entreprises au Québec qui n'ont pas amorcé, disons, un plein virage en termes de vente en ligne. Oui. Ça, c'est un défi incroyable. Je sais pas, est-ce que tu as l'imprestion des fois de prêcher dans le désert? Ben oui, puis te dire, c'est pas un secret, le centre d'achat.ca, on a mis la clé dans la porte. Ah, déjà? Ah oui? Bien, déjà, après 3 ans. Ça marchait pas? Bien, ça marchait pas parce que ce qu'on a sous-estimé, c'est l'intérêt réel des détaillants à vouloir prendre ce virage-là, puis à un moment donné, de vouloir être un prêcheur dans le désert. Ouais. Je vais aller prêcher où il y a un auditoire, c'est un peu ça. Puis c'est triste, mais en même temps, je comprends parce que là, je me suis projeté dans la peau des détaillants, puis ils ont d'autres préoccupations, puis ils doivent survivre, puis le marché du commerce au détail, c'est pas évident de ce temps-ci. Et c'est pas vrai que juste faire ça, ça va les sauver. Non, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'autres enjeux. Donc, si j'étais à leur place, je comprends un petit peu plus la situation dans laquelle ils étaient. Ou je déplore, par contre, le gouvernement du Québec a annoncé dernièrement au Congrès du commerce au détail qu'il allait donner une grosse, excusez l'expression, subvention de 5 millions au CQCD, au Conseil québécois du commerce au détail, pour aider les détaillants à prendre ce virage numérique-là. Sachant qu'il y a tout près de 3 000 membres du CQCD, ça faisait un montant d'à peu près 1 500 $ chaque. Je vous dis, on ne fait rien avec ça. Puis quand l'annonce a été faite en grande pompe, et là, je me fâche un petit peu, là, je le dis comme ça, c'est moins qu'une goutte d'eau dans l'océan quand on affronte des Amazones qui, dans un seul trimestre, investissent des centaines de millions en marketing seulement. Alors que nous, on met 5 millions pour une province complète. Fait que voyant ça, voyant un peu la non-croyance même du gouvernement, tu te dis, c'est pas vrai que Steve Trang, j'ai beau vouloir travailler fort, je vais travailler où les gens ont le goût de m'entendre. Donc, une bonne idée, essai-erreur. Finalement, on se rend compte que... Mais en même temps, l'idée de l'achat en ligne va toujours demeurer quand même un défi pour les commerçants. Bien, à vrai dire, mais il y a d'autres statistiques qui sortent aussi, c'est que l'achat en ligne a atteint non pas un plateau, ça va continuer à croître un peu, mais les ventes dans les centres commerciaux avant les fêtes, à un moment donné, ça demeure une activité où les humains doivent sortir de leur sous-sol puis faire des achats. Ça fait qu'il y a un certain plateau qui a été atteint. Et là, c'est peut-être plus dans l'efficience des achats, par exemple dans le B2B, où, par exemple, les transactions doivent se faire d'une entreprise à l'autre de manière beaucoup plus simple pour être plus compétitifs sur d'autres marchés. Mais de là à ce que tous les petits détaillants vendent absolument en ligne, pour certains, oui, pour d'autres... Pas pour tous. C'est ça. Parce qu'une fois qu'on a notre plateforme de commerce électronique, là, c'est le début là, de l'aventure. Tu sais, les gens souvent s'imaginent, on va faire un site puis les gens vont venir. Mais malheureusement, souvent, ce que les gens sous-estiment, c'est toute la commercialisation de leur plateforme en ligne. Puis on voit de plus en plus qu'il y a des entreprises qui sont brick and mortar, qui sont installées dans le Vieux-Saint-Jean, puis leur compétiteur direct dans la région, ça peut être un monsieur dans son sous-sol en bobette qui a un site web puis qui s'amuse avec ça. On veut pas voir ça. On veut pas le voir, mais on peut y penser parce que ça arrive. T'sais. Fait que c'est un petit peu ça. Donc, la tête encore remplie, plein de défis vous attendent. Oui, puis c'est ça qui moi, puis même là, j'ai trouvé des associés, c'est ça qui nous drive, on carbure au défi, on ne veut pas lâcher. Félicitations encore une fois, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit également un autre récipiendaire de ce gala de l'excellence.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, d'abord, on parle de mini-pot. Oui, mini-golf mobile avec Sébastien Paquette et par la suite de vélo avec Robert Hughes. Ouais, manquez pas ça va pédaler, mon cher. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Télévision du Haut-Richelieu. Depuis quelques semaines déjà, on reçoit différents récipiendaires du dernier gala de l'excellence de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Dans la catégorie démarrage d'entreprise, plus de 5 employés, le lauréat est Construction Richelieu. Avec nous pour en parler, 4 invités. D'abord, Julie Duchesne. Bonsoir à vous. De même que Kim Dalpé. Bonsoir. Accompagné de Philippe Pichotte. Bonsoir. De même que Patrick Gagné. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est quoi l'histoire de Construction Richelieu? En fait, c'est l'histoire de 3 personnes qui travaillaient ensemble auparavant dans la construction, puis qui se sentaient un peu limitées dans ce qu'ils avaient droit de faire, puis qui ont décidé de voler de leurs propres ailes en partant de compagnie de construction. Il y a à peu près 1 an et demi. Donc ça, c'est principalement vous Les 3 premiers. Ouais, Et puis, il manquait une patte à la table. On a rajouté Patrick par la suite. Patrick qui coordonne, dans le fond, les chantiers, principalement. Parce que ce qui est intéressant, quand je vous ai invité, en tout cas, vous ne m'avez pas dit s'il y a quelqu'un qui était président, vice-président, quoi que ce soit. Vous m'avez dit non, moi, je m'occupe de l'administration. Kim s'occupe du support technique, Philippe s'occupe de l'estimation et Patrick, lui, s'occupe de la coordination des chantiers. Vous avez défini vos rôles comme ça? Pourquoi, Kim? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus important que l'autre. On est tous complémentaires. Si Julie n'est pas là, on ne peut pas faire notre travail. Si Philippe n'est pas là non plus, même chose pour Patrick, même chose pour moi. C'est vraiment une équipe. Oui, exactement. C'est vraiment un Avec team, des tâches une très équipe. différentes l'une de l'autre. C'est pour ça qu'on se démarque, je pense, par rapport aux autres entreprises. C'est sûr qu'une autre entreprise aurait les employés pour faire les rôles qu'on fait, mais nous autres, on est plus impliqués parce que c'est notre entreprise. Bon, ça existe depuis combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. Donc, c'est quand même assez récent. Oui. Vous avez soumis votre candidature au gala de la Chambre de commerce. Vous avez remporté démarrage d'entreprise. C'était quoi votre première réaction, Philippe? On était surpris. Surpris parce que ça a été super vite. Juste 1 an et demi, on a eu une croissance qu'on ne s'attendait pas du tout à avoir. Ça a vraiment bien démarré, bien décollé. Puis, au jour le jour, on ne le voit pas vraiment. On est vraiment dans des problèmes, dans chaque chantier, toutes les affaires qu'il y a à régler. Puis là, d'un coup, on s'arrête, puis on reçoit une félicitation de tout le monde, puis on fait comme « Colin, c'est vrai. » On est rendu là, on a fait... En 1 an et demi. En 1 an et demi, c'est ça, c'était surprenant. Notre était premier surpris. chantier était en mai l'année passée. Oui. Ça fait même pas 1 année, en fait, qu'on a mis les pieds sur un chantier. C'est quoi les défis des chantiers, Patrick? Le défi, c'est d'être toujours rigoureux avec les sous-traitants. Puis, le nerf de la guerre, c'est vraiment d'être bien entouré avec des bons employés, puis de toujours avoir un bon lien avec les clients. Ça, c'est très important. Après ça, le reste... Ça vient tout seul. Ou presque. C'est bien géré. Tout va bien après. Donc, vous étiez dans le domaine de la construction. Là, vous vous êtes dit tous les 3, on va fonder notre propre compagnie pour faire ce qu'on veut faire. Exact. Vous êtes des femmes en construction. Il n'y en a pas des tonnes. Non. Mais on se définit comme des gestionnaires de la construction plutôt que des femmes en construction. Ni une ni l'autre, on serait capable de construire une maison. Non. On est capable de lire des plans un peu, on est capable de savoir comment on fait pour être rentable dans le domaine de la construction. Réaliser des projets publics, c'est surtout ça qu'on fait, nous. Des écoles, des hôpitaux, des CPE. On ne fait pas de rénovation résidentielle, des choses comme ça. Comme on disait, ça fait même pas 1 an et demi que vous existez. Premier chantier au mois de mai. Parler d'institutionnel. C'est quoi justement les chantiers que vous avez? C'est quoi les clients que vous avez ou les choses que les gens peuvent référer visuellement des trucs que vous avez faits? Des écoles, plusieurs rénovations d'écoles. On travaille pour les commissions scolaires, les CI3S. Récemment, on a fait un café-bistrot dans un hôpital, des bibliothèques.
On fait une rénovation majeure à la bibliothèque de Saint-Lambert en ce moment. OK. Sinon... La bibliothèque à Saint-Lambert, oui. Le bistrot dans quel hôpital? Charlemagne. C'est à Charlemagne. Vous avez parlé tantôt CPE d'école. à Saint-Alex. CPE à Saint-Alexandre. Et les écoles, c'est où? Notre bébé, c'est l'Aréna de Bedford présentement. L'Aréna de Bedford. Oui, Si on fait un topo vite fait, là, dans le coin de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a fait l'école Beaulieu l'an passé, qui était un de nos premiers contrats qu'on a commencé. Après l'école Saint-John. On a fait un projet à Boucherville, un autre projet à Longueuil, je me souviens bien. C'était les projets d'école qu'on a commencé. Comment vous expliquez cette croissance aussi rapide? Parce que là, on vient de faire quand même une liste assez impressionnante pour le si peu de temps que l'entreprise existe. Effectivement. Comment vous êtes-vous positionné dans le marché pour aller chercher ces clients-là et exécuter ces contrats-là? On a commencé par faire un plan d'affaires. On avait fixé nos objectifs à un certain montant de vente qu'on allait faire au premier exercice. Nous, on fait du plus bas soumissionnaire. Hein? C'est là notre force. Ouais. On est en compétition contre d'autres entrepreneurs dans la même catégorie que nous, puis c'est le meilleur prix qui l'emporte. Donc, c'est nos réseaux de connaissances pour avoir des bons prix des sous-traitants, la façon dont on compte. Philippe, à l'estimation, a la touch. On peut dire ça. Okay. L'estimation, il y a un peu de... C'est pas une science exacte. Il faut un peu de feeling. Il faut savoir où on s'en va. Il faut connaître un peu le marché. Puis ça, c'est une expérience que j'ai développée avant, puis qui maintenant me sert énormément. Puis, notre équipe, on l'avait testé aussi. Là. On n'est pas personne en affaires comme, OK, on fait quoi aujourd'hui? On va dans la construction. On savait qu'on fonctionnait bien. Vous auriez pu faire du résidentiel, vous auriez pu faire du commercial ou de l'industriel. Pourquoi avoir choisi la niche de l'institutionnel? Parce que là, je comprends qu'on est dans le monde de ce qu'on appelle le plus bas soumissionnaire confort. Là. Les gens qui travaillent dans le municipal ou gouvernemental savent c'est quoi. Mais pourquoi avoir choisi cette niche-là? Parce que ça demande... c'est le domaine qui demande le plus de gestion. Okay. Puis c'était notre force, la gestion. On est capable de gérer au quart de tour pour être capable d'être rentable, même en étant le plus bas soumissionnaire. Fait que vous vous êtes dit, notre force, c'est la gestion, c'est l'estimation. Donc, on va jouer dans ce film-là, qui est celui, évidemment, de courir après des appels d'offres, puis de préparer des soumissions, puis de penser qu'on est le plus bas soumissionnaire conforme. Oui. Choisir les plus complexes aussi. On essaie de déterminer quels jobs dans le public vont peut-être rebuter certains autres entrepreneurs parce que plus complexe demande plus de stratégie pour réussir à... C'est sûr que construire un beau bâtiment neuf, c'est bien plus sexy, ça attire bien plus d'entrepreneurs qu'aller faire une rénovation compliquée, une salle de filtration d'une piscine, par exemple. T'sais. Mais souvent, c'est les jobs les plus stimulants au point de vue technique. C'est celles qui sont les plus agréables à gérer. Puis il y a moins de compétition parce qu'ils font peur à beaucoup de monde. Kim, donc, les plans et devis, c'est quoi? C'est votre vie, ça? De regarder les appels d'offres, de regarder les plans et devis, puis de... Philippe fait beaucoup ça, oui. Nous, on regarde les appels d'offres, puis on y donne tous ceux qu'on veut prendre. Après ça, il sélectionne les plus intéressantes. Puis, c'est sûr qu'il y a toujours la face là-dedans, oui, en effet. Les documents de fin de chantier, papier de garantie, c'est une tonne de documents. Gérer ça, c'est beaucoup de paperasse. C'est pour ça que la structure d'entreprise des 4 personnes qui font qu'on est très solide parce qu'on n'est pas là pour taper des clous, comme on dit, mais on est 4 personnes qui font chacun un travail qui est important parce qu'une personne ne pourra pas faire le travail des 4. Philippe ne fait pas mon travail, Julie ne fait pas mon travail, je ne fais pas son travail. Chacun fait son département qui fait que ça tient bien la compagnie. Je vais vous poser une drôle de question, mais compte tenu du nombre de contrats que vous avez décrochés en si peu de temps, est-ce que vous commencez à être dérangeant? Oui. Je m'imagine, là, je connais un peu comment ça fonctionne là, dans les villes et les gouvernements. Je me dis... Au début, peut-être plus. On était peut-être moins pris au sérieux. Oui, exactement. Ils vont se planter, ils ne savent pas ce qu'ils font. On a entendu beaucoup. On est plus jeune quand même que le milieu, même si on n'est pas tout jeune quand même. Le milieu est peut-être un peu plus vieillissant dans notre compétition. Non, mais je me mets à la place d'un entrepreneur qui est là depuis 20-30 ans, qui a fait des émissions dans sa vie, puis il se dit, bon, on va être 2-3 là-dessus, puis là arrive Construction Richelieu, tu dis, bon, c'est qui ça? C'est qui ça? C'est eux autres qui ont eu le contrat, comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? C'est quoi quand vous avez regardé les différents appels d'offres auxquels vous avez participé, là? Je ne sais pas en pourcentage comment on peut l'imager, mais de combien de différences arrivez-vous souvent avec l'avant-dernier, entre vous? Quand vous décrochez le contrat? Des fois, c'est 2 000 de moins sur un contrat de 2 millions. Ça arrive. 2 000 sur 2 millions? Oui, ça arrive. Des fois, c'est 10 des fois, c'est 0,5 1,5. La dernière fois, c'était 1,5 million de contrats. On était à la différence de 3 100 exactement. Fait que... Le 3 000, on l'a sauvé où, le 3 000?
Non, mais c'est pas nous qui l'avons eu, on l'a pas eu, mais on l'a perdu pour 3 000 Parfois, c'est des coups de chance. Parfois, c'est des coups de chance, Ouais. mais d'autres fois, Philippe, il dit clairement, on va l'avoir. Mais la celle-là. moyenne au bâton, c'est quoi? Sur le nombre d'appels d'offres que vous avez lancés versus le nombre de contrats que vous avez reçus, c'est quoi la... C'est excellent. On est à 25-30 25-30 mais c'est C'est assez exceptionnel. c'est ça. D'ailleurs, on va dire bonjour à tous nos compétiteurs. Ouais. Donc, 25 des appels d'offres auxquels vous avez participé, vous les avez remportés? Oui. Oui. Et parfois par des marges assez minces. Oui. Oui, absolument. On en a perdu une tonne par des Ouais. marges minces. On est arrivé deuxième, je ne sais pas combien de fois. Et c'est quoi la leçon qu'on tire de ça? Parce que, comme on dit, c'est un coup de chance, là. Oui. Bien, parfois, on ne les veut pas, les jobs, parce que quand. Des fois, il y a des gens qui obtiennent une job parce qu'ils ont fait une erreur. Ça peut nous arriver, ça arrive aux autres aussi. Ouais. Parfois, il va y avoir un écart qui est tellement difficile à franchir que ça ne devient pas intéressant. Un exemple, 25 de la personne qui l'a remporté est 25 en bas du prix des 3 autres qui sont collés. Dans ce temps-là, on se dit, bien, c'est la vie. Il va s'en sortir, puis tant mieux pour lui, mais nous, on ne la veut pas, celle-là. Les autres fois, bien... De toute manière, si on les aurait tous, ça serait pas parce qu'il n'y aurait pas de compétition. Puis dans la vie, s'il n'y a pas de compétition, c'est pas bon. Fait que faut qu'il y ait d'autres compagnies qui l'aient. Fait que si on les aurait tous, nos compétiteurs, ils ne seraient pas vraiment contents. Bien, félicitations, puis bonne chance pour la suite. C'est fort intéressant d'entendre cette bouffée d'air frais, dans le domaine de la construction. Merci. Merci. Plaisir. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Dimanche 21 mai, dans la salle des Chevaliers de Colomb à Iberville, c'est le brunch bénéfice au profit de l'organisme Lactea qui fait la promotion de l'allaitement. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Et puis, entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Lato en un mot, à commercial tvhr9.com. Bye bye.